Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Likenuk, je suis la présidente de Instro, je suis inspectrice en bâtiment. Puis aujourd'hui, on fait une suite à nos podcasts avec Christian. Christian, toi, tu travailles pour le Labo Airsol, mais quel est ton rôle au niveau de Labo Airsol? Je suis le directeur du laboratoire. Dans le fond, nous, on travaille dans tout ce qui touche aux pathologies du domaine, puis qui a un certain rapport, soit à la microbiologie ou la microscopie. C'est beaucoup autour de ça qu'on tourne, là. Fait que les moisissures, les bactéries, les champignons, l'amiante, ces choses-là. Tout ce qui est ça, qui gravite autour du bâtiment, là, puis qui nécessite des analyses microbiologiques, on se spécialise là-dedans. Puis c'est ça, mon rôle autour du Ouais. laboratoire, c'est de développer, de s'assurer que tout ça, que toutes ces méthodes-là fonctionnent bien. On est accrédité aussi pour plusieurs de ces méthodes-là quand l'accréditation existe. On en reparlera peut-être Mhm. tantôt, mais dans le cas de Mm. l'identification de champignons, il y a des lacunes d'encadrement de ce Ouais, côté-là, là. vraiment. Euh, Fait qu'en gros, c'est ça mon rôle. Super. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler de champignons, justement. Puis souvent, quand on voit des champignons, ben, il faut affilier un expert du bâtiment avec les microbiologistes. Les deux font la paire pour pouvoir aller de l'avant. On va parler aujourd'hui du fameux cancer du bâtiment qu'on appelle la mérule pleureuse. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on l'appelle cancer du bâtiment? Oui, ben, on l'appelle cancer du bâtiment parce que la mérule pleureuse, qui désigne un champignon qui s'appelle Serpula lacrimans, est un champignon qui a une capacité unique. Il y a d'autres champignons ailleurs dans le monde qui Oui. sont capables de faire un peu Hein? des choses similaires, là, mais au Québec, c'est celui qui a la capacité de se répandre le plus facilement dans le bâtiment. C'est un Si je champignon me qui a quand trompe, même. Oui, vas-y. Ben, si je ne me trompe pas, dans le fond, la façon que le champignon fonctionne, c'est qu'il va partir du sol et il va migrer vers le bois de l'ossature. C'est possible, oui. Souvent, c'est dans ces conditions-là que ça va partir. Le cas classique où on retrouve ce Mhm. type de champignon-là, c'est dans un vide sanitaire humide. Ouais. Donc, C'est tellement fou là, quand on voit ça. On dirait quasiment de l'uréthane. Là, tu sais, ça pourrait oui, quasiment ressembler exact. à l'uréthane. Euh, donc, c'est ça, c'est un champignon qui a quand même des besoins particuliers. Ça lui prend un environnement sombre où que l'air est stagnant, qu'il n'y a pas trop de ventilation, très humide. Mais si cet environnement-là est présent et est stable pendant une certaine période de temps, bien là, effectivement, s'il y a de la matière organique, une matière cellulosique, du Mhm. bois, du papier, du carton au sol, le champignon va se mettre à croître. Puis là, la particularité de la mérule pleureuse, c'est que le champignon va pouvoir se répandre sur la matière inorganique, du béton, Mm. du Ouais. plastique, du polyuréthane, peu importe, pour aller chercher des nouvelles opportunités, pour aller soit chercher de l'humidité, soit chercher Mm. de la matière organique. Donc, effectivement, le champignon peut partir du sol, couvrir une partie, par exemple, de fondation, puis Mm. aller attaquer la salive de rive, Mm. puis ensuite s'attaquer à la structure du bâtiment. Les racines, de ce que je me trompe pas, c'est du mycélium. Le mycélium, dans le Ouais. fond, va partir du sol. Puis à partir du moment où il n'y a plus de nutriments ou dans la matière organique, ben, il va prendre l'humidité parce qu'il a besoin d'humidité. Il va partir de l'humidité du sol et il va monter au niveau du mur là, pour aller continuer à se nourrir puis proliférer, là. Euh, Exact, c'est ça. OK. Fait que le champignon va toujours chercher à se répandre. Il y a certaines, effectivement, conditions de stress. Oui. Fait que s'il manque s'il manque d'humidité, s'il manque de matière organique, si les températures changent, si ça vient qu'à s'assécher ou des choses comme Mhm. ça, de la lumière qui vient qu'à venir, ou certains produits chimiques, on y reparlera peut-être, Ouais. qui Ouais. viendra peut-être. Mais là, le champignon peut, dans ces conditions-là, effectivement, se mettre à vraiment se répandre le plus vite possible pour trouver des nouvelles opportunités. Aussi, c'est des stress qui peuvent faire en sorte que le champignon va devenir mature, donc va Ouais. sporuler, va... Ben, c'était ma prochaine question. Je voulais savoir ouais, c'était quoi les causes de sporulation pour la mérule, mais je te laisse aller. ben, dans le fond, ça peut juste être parce que le champignon est devenu vieux, qu'il a eu le temps de maturer. Mais je Ça peux prend peut-être combien de montrer temps une la photo. maturation? Ben, c'est assez. C'est, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, je vois ton écran. Oui, OK. Euh,
Ça peut varier énormément parce Ça, qu'effectivement, ça va. c'est pas des champignons, c'est ton Non, fond. non, oui, oui, attends un petit OK, peu, ce c'est sera bon. pas long, c'est parce que je cherche la photo. Non, c'est bon, je Euh, voulais juste m'assurer là, que tu n'avais pas la mauvaise écran de partager. Bon, je pense que je n'ai pas cette photo-là pas loin. Je vais la retrouver pendant que je te parle. Euh, donc, je l'ai ici. Euh, le champignon va prendre différents aspects selon le stade où il est rendu et il va Oui, passer d'un stade à l'autre, dépendamment de soit le temps qui était là, soit les stimulus environnementaux qui sont présents oui, autour. Donc, au tout début, on va avoir une espèce de barbe à papa lâche là, qui est du oui. mycélium pas très dense. Là. D'ailleurs, Mhm. quand on essaie d'échantillonner ça, il nous reste presque rien dans les mains. Là. C'est vraiment Faut très, quasiment très fin partir comme avec un bout du mycélium. matériau, là, tu Oui, c'est sais. ça. Après, ce mycélium-là va se densifier, va devenir blanc, grisâtre, souvent avec des taches jaunâtres et même violacées. Mm. Puis ça, c'est souvent des taches qui vont apparaître justement quand il y a eu exposition à la lumière. OK. Puis ça, cette croûte-là peut être 2-3 centimètres, mais ça peut faire plusieurs pouces d'épaisseur également. Dans Ben, certaines conditions, là, on va voir des choses qui sont vraiment étonnantes. Là. C'est j'ai vraiment déjà un vu dans une tapis. maison, là, c'était incroyable, là. Il y avait, de un, on voit vraiment les filaments qui partent du sol, Mhm. on voit l'enracinement, tu sais, on voit les champignons qui ont l'air d'être une couche d'uréthane, là, puis tu sais, vraiment gonflés comme de Ouais. l'uréthane. Euh, puis tu sais, quand on a ouvert le mur à l'extérieur, on voyait les filaments dans le bois, là. Ouais. C'est assez impressionnant. Fait que c'est ça, dans le fond, le champignon, quand il va se densifier comme ça, va effectivement produire des filaments qu'on appelle des Mm. sirops pour la mérule pleureuse. Et c'est ces filaments-là qui vont lui permettre de se répandre et d'aller chercher des opportunités ailleurs. Là où on voulait en venir, c'est la maturation. Quand le champignon va devenir mature, il va devenir orange ocre, comme on voit sur l'image Ouais. ici. Avec le temps, il va devenir brun très foncé, presque noir, si c'est un champignon qui est très, très vieux. Et c'est là qu'il va produire des spores. Les spores sont dorés, orangés. C'est pour ça qu'il Mhm. prend cette teinte-là. Et la plupart du temps, dans le bâtiment, quand on trouve le champignon, il ne sera pas mature. Puis ça peut faire des mois, ça peut faire des années qu'il est là, puis qu'il n'a toujours pas maturé, juste parce que les conditions sont bonnes et sont stables. Mhm. Euh, et ça fait en sorte que le champignon peut être difficile à identifier. Ça aussi, je montrerai des photos par la suite là, pour discuter de ça. Mais la plupart du temps, c'est ça. Il n'est pas orange, il n'est pas Mm. mature et donc il est plus difficile à identifier. Si le Ouais. champignon vient qu'avoir un stress, comme on parlait, Ouais. ben là, généralement, il va se mettre à sporuler et c'est un champignon qui sporule énormément si, il y a des basidiomes, fait que Ouais. du mycélium avec les spores dessus qui sont dans la maison. C'est pas rare d'entendre les occupants dire ben, il y a une petite poussière orangée qui se ramasse tout le temps partout, OK. puis on fait le ménage aux 2 jours, puis ça revient. Ben, c'est parce que le champignon sporule énormément, puis ça produit des Mais centaines de milliers de spores hey, facilement. ça doit être quand même quelque chose là, d'habiter dans une maison comme ça parce que, tu sais, moi, ma recommandation quand on a des bâtiments comme ça, tu sais, les objets des gens, tu sais, dans le fond, là, sont rendus au stade où ils peuvent quasiment plus déplacer une table ou des choses parce que, tu sais, là, les spores du champignon, de la mérule, vont contaminer, puis si on les Oui. déplace, ben, ils peuvent contaminer un autre environnement. Fait que, c'est vraiment très limitant là, à partir du moment où on a ça dans le bâtiment, que ça n'a pas brûlé, on ne peut pas ben, en tout cas, moi, je ne recommande pas, à moins que tu me dises que je me trompe, là, mais Ben, de tu déplacer veux, tu veux dire d'un bâtiment à un autre Ouais. ou ok, oui, effectivement, c'est très, très facile d'aller contaminer un autre bâtiment. Je l'ai constaté à quelques reprises, des compagnies qui nous envoient des échantillons des fois, Mm. puis mettons le lundi, on va recevoir un échantillon de mérule. Le jeudi, on reçoit un autre échantillon de cette compagnie-là, puis on trouve des spores de mérule. Puis on lui dit, avez-vous observé de quoi d'étrange? On voit qu'il y a des spores de mérule dans le bâtiment pour finalement se rendre compte que non, c'est même si l'équipement avait été bien nettoyé, la personne avait mis un tie-back, avait Mhm. pris des précautions pour ne pas transférer la contamination, bien, on retrouve parfois des spores quand même
dans d'autres habitations qui ont été visitées par ces inspecteurs-là, ça souligne deux choses. D'un, que c'est difficile de ne pas transporter ces contaminants-là. De deux, que les méthodes de détection sont quand même fines parce qu'on retrouve des Oui, quantités assez effectivement. faibles avec ça. Surtout en Donc, plus, je t'interromps un petit peu, mais des gens qui vont vouloir après déménager une télévision, un ordinateur, il y a un ventilateur à l'intérieur qui peut faire propager les spores. Fait que, de nettoyer un ordinateur ou un. En tout cas, c'est juste que je veux que les gens soient conscients que quand on a de la mérule dans un bâtiment, c'est pas juste le bâtiment, c'est aussi ce qu'il y a dans le bâtiment là, c'est qui pas est juste problématique. d'enlever et de remplacer les matériaux qui sont directement touchés, ça implique aussi une décontamination fine pour essayer Oui, d'enlever le plus possible de contaminants. Il y a une chose, par exemple, que je tiens à dire, là, parce que souvent, quand les gens commencent à lire là-dessus, à regarder des oui. photos sur Internet, des choses comme ça, ils se mettent à dire, ben là, je ne veux plus que personne rentre chez nous, je vais avoir de la mérule chez nous. Non, il ne faut pas On paniquer non peut. plus. Non, Là, c'est ça. tu sais, La mérule a besoin de conditions particulières pour être capable de croître. Fait que c'est pas parce qu'il y a des spores de mérule pleureuse dans un bâtiment que nécessairement, même que dans la très grande majorité des conditions qu'on peut retrouver dans un bâtiment, il n'y aura pas de croissance du champignon. Par contre, tout ça souligne l'importance de la prévention. Si vous avez un bâtiment avec un vide sanitaire, c'est important de s'assurer qu'il est bien ventilé, qu'il n'y a pas trop d'humidité, qui que est les conditions sont, chauffé. oui, qu'il n'y a pas de matière cellulosique au sol, qu'on Mm, n'entrepose pas de bois directement au sol. Il y a des choses à prendre en compte parce qu'éventuellement, il y a un de vos voisins qui va avoir de la mérule mm. chez eux, que ça va se propager chez vous, puis ça va se répandre. Fait que, c'est vraiment important, là, faut vraiment le comprendre parce que moi, quand je rentre dans des vides sanitaires, là, c'est pas rare, là. C'est pas rare qu'on va avoir de la pourriture, c'est pas rare. Puis, plus en plus, on en voit au Ouais. Québec, là. Moi, sincèrement, j'ai commencé mon expertise d'inspectrice il y a 3 ans. Puis depuis, là, j'ai quand même vu à quelques reprises, là, puis on a échantillonné, on a envoyé en laboratoire, puis ça s'est avéré être de la mérule. Là. Fait que, Au Québec, dans le fond, ça a été décrit pour la première fois, je pense, dans les années 40. oui. Mais dans les décennies suivantes, c'est pas vraiment quelque chose qui a été vraiment discuté, là, mais depuis Mhm, début des années 2000, de plus en plus, mhm. on en entend parler, puis on voit vraiment que la fréquence augmente de trouver ce champignon-là. C'est un champignon qui cause déjà plein de problèmes en Europe, qui, dans Ouais, l'histoire, a vraiment. causé beaucoup de problèmes aussi, là. Mhm, Mais au Québec, vraiment, c'est une problématique qui est en croissance. Donc, c'est de plus en plus probable, si on a un mhm, environnement où la mérule peut se développer, que les spores arrivent là et mhm. se développent. Moi, j'ai comme deux, trois petites questions pour toi, Christian, parce que à toutes les fois que je vais dans un vide sanitaire qui a de la mérule, là, j'ai comme une odeur particulière, mais je veux juste valider avec toi, est-ce que quand on a des odeurs particulières dans un vide sanitaire, ou est-ce que l'odeur de la mérule est particulière? Là, je veux. Euh, oui et non. Il y a beaucoup de champignons qui vont avoir des odeurs de Oui. champignons, odeurs de moisissure. Ouais. La mérule, ça dépend encore là du stade de développement. Au début, c'est une odeur qui ne sera pas nécessairement extrêmement désagréable, odeur d'humidité, odeur on se promène dans la forêt, il y a une odeur à cette Oui. forêt-là. Là, ça Ah sent oui, un peu tout les à fait. champignons, un peu la Ouais. matière organique en décomposition. Au début, ça va être une odeur qui va ressembler à ça. Mais quand le champignon mature ou qui se répand de plus en plus, puis il y a de la moisissure à travers ça Mhm. aussi nécessairement parce qu'il y a l'humidité, l'odeur devient Une de genre plus en d'odeur plus. d'ammoniac, ça se peut-tu? Il y a des composés organiques qui sont volatiles, qui sont produits. Oui, il y a certainement des produits qui sont plus pognants comme ça, Mhm. comme des composés d'ammoniac ou similaires à ça, mais c'est une odeur qui devient désagréable, là, qui Ouais. devient repoussante. Euh, Odeur qu'on pourrait qualifier d'odeur de champignon, là, Ah qui oui. appartient à cette famille-là, mais qui devient Mm. intense et désagréable avec le temps. En fait, je te parle de ça parce que, j'ai fait une inspection, puis là, en fait, j'essayais d'expliquer à mon client, il dit, ouais, mais
il y a une litière de chat puis il y a des chats. Non, non, tu Ouais. comprends pas, là. C'est pas la litière puis les chats. L'odeur que je sens présentement, c'est une odeur de champignons, de Mhm. micro-organismes. Fait que, finalement, on a poussé l'investigation. Ça s'avérait il y avait beaucoup de moisissures, il y avait de la mérule qui était en train de se Mhm. développer. Fait que, je voulais que les gens soient conscients aussi qu'une odeur particulière, c'est pas de l'humidité qui sent de l'odeur, c'est des micro-organismes, là. Fait Mhm. que, En effet. Et tout le monde n'a pas la même sensibilité non plus à ces odeurs-là. C'est mm, intéressant ce que tu soulignes. Surtout les occupants qui sont habitués à vivre dans cette odeur-là, ben nécessairement, neurologiquement, sont comme désensibilisés à ces oui. odeurs-là. Donc, ça fait du sens que les occupants ne ressentent pas nécessairement ces odeurs-là quand ils sont présents Mm, tout le temps. Puis d'un individu à l'autre, ben, c'est le genre de choses qui peut changer énormément, là, la mm. sensibilité d'être capable de détecter ce genre d'odeur-là. OK, super. J'aimerais ça savoir parce que, tu sais, dans le fond, là, on a de la mérule, mais les produits qu'il ne faut pas utiliser. On a des produits à utiliser qui sont des Oui, fongicides, mais il y en a un particulièrement que la mérule aime ouais. beaucoup, puis que les gens utilisent beaucoup. Ouais, Peux-tu me le nommer, s'il te plaît? c'est celui qui est malheureusement le plus utilisé. Dans le fond, c'est l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est un excellent oxydant. Si on met des spores de mérule dans l'eau de Javel, ils vont mourir, c'est clair. Par contre, si on voit qu'il y a un champignon qui pousse dans notre vide sanitaire, on enlève la croûte, on vient arroser ça avec de l'eau de Javel, ben, l'eau de Javel va se dégrader, va produire des produits de dégradation, des chlorides, des chlorates, des trucs comme ça. Et certains de ces produits de dégradation-là vont stimuler la croissance du champignon. Euh, Mm. Puis ça, Moi, je ça trouve ça touche. intéressant. Là, Ouais, tu mets de l'eau de Javel, ça le nourrit, le champignon va continuer de croître, puis même plus vite. ouais, ben ça touche à quelque chose d'important parce que souvent, les gens, quand ils trouvent ça, prennent panique, un peu avec raison. Mhm. Parce que quand même, Ouais. ben, je peux peut-être en profiter pour montrer quelques Oui. photos un peu extrêmes là, de situations qu'on peut voir, là. Si vous rentrez dans votre sous-sol et que vous voyez sur vos étagères un truc comme ça, ou que vos fondations ont l'air ben, vos solives de plancher ont l'air de ça en dessous du vide sanitaire, on peut Mais avoir le voyons, goût de. Christian, c'est juste un petit champignon, là. Tu sais, il n'y a Ouais, rien là. Là, tu sais, c'est ça. Moi, on, on- on dit souvent, ah, ben, tu sais, il y a juste eu un petit champignon. Non, non, c'est parce que, tu sais, quand on rouvre, c'est l'étendue qu'on peut Ouais. voir, là. Puis entendons-nous, c'est des cas extrêmes. Tout ne ressemble Ouais, pas à ça, là. Mais tout ça pour dire qu'on peut avoir le goût d'agir maintenant. Mais des fois, ouais. ce n'est pas une bonne idée. Oui, effectivement, quand on va faire la décontamination, dans ce cas-là, parce qu'avec la moisissure, généralement, on ne recommande pas d'utiliser des fongicides. On veut vraiment enlever les spores, enlever la Mhm, moisissure. Dans ce cas-là, vu que le fait que la spore soit vivante ou morte, ça a un impact parce qu'on mhm. on veut pas répandre ce Le problème, champignon-là oui. partout, ben là, on va utiliser des produits chimiques. Mais les occupants, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser des produits chimiques. Tantôt, on parlait du fait que quand le champignon a des stress environnementaux, il va se mettre à se répandre, puis il va se mettre Mhm, à croître plus rapidement. Ben oui, l'eau de Javel, ça a été démontré scientifiquement que ça avait un impact fort, que ça stimulait fortement la croissance du champignon. Des fois, juste de l'exposer à la lumière ou de changer l'humidité de l'environnement, ben, ça va stimuler sa sporulation, ça va stimuler la mhm, croissance. Fait que ce qu'on recommande en général, c'est toucher-y pas, appeler un expert. C'est une mhm, situation qui est difficile à gérer. Puis c'est plus difficile de gérer une situation où on a un champignon qui a sporulé qu'un champignon qui n'a pas sporulé. mhm. Euh, Fait que touchez à rien, appelez soit un laboratoire, soit un inspecteur, soit un entrepreneur qui va être capable un entrepreneur Puis spécialisé. Là, c'est pas tout le spécialisé, monde là, qui. tu Ouais, sais, je veux dire que c'est pas n'importe qui est capable de décontaminer, ouais. qui est capable de faire les analyses. Tu sais, je trouve ça Ils important. sont, ouais, puis ils sont durs à trouver. Mm, C'est une problématique actuellement. Là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont essayés. Il y en a quelques-uns qui ont échoué, qui ne veulent plus en faire, qui ont eu des problèmes juridiques avec ça. Les entrepreneurs qui ont pris le temps d'apprendre, de comprendre comment ça se passe puis comment on fait bien une décontamination, il n'y en a pas beaucoup.
Fait que ça peut être difficile de trouver un bon entrepreneur là, pour faire ce type de travaux-là. Donc, peut-être commencer soit avec le laboratoire, soit avec l'inspecteur ou l'investigateur pour nous guider par la suite là, avec ça. Puis, tu sais, je veux pas non plus, tu sais, un inspecteur tu sais, qui n'a pas nécessairement eu une formation spécialisée. Tu sais, je comprends qu'on est tous des spécialistes, puis tout ça, mais on a certaines spécialités, puis à partir du moment où on n'a pas compris que le champignon, si on change son environnement, va se poruler, va changer, va se dégrader, va augmenter sa contamination, puis va progresser dans le bâtiment. Ben, c'est important que les gens sachent vers qui se référer. C'est sûr que nous, on collabore ensemble. Je suis très curieuse de nature. La mérule, ça me passionne. Je trouve ça super intéressant. Mais je veux vraiment que les gens prennent le temps de demander à leur expert, as-tu une formation sur la mérule? C'est quoi les méthodes que tu utilises pour enlever tout ça? En tout cas, c'est mon avertissement ce matin. Là. Je trouve ça important. Là. Et pour guider un petit peu les gens, parce que c'est difficile de bien faire les choses quand on ne sait pas avec quoi on travaille. Là, pour les gens qui pourraient faire appel à des spécialistes là-dedans, il existe une norme qui est très, très récente, une norme du Bureau de normalisation du Québec sur laquelle j'ai travaillé, qui est disponible gratuitement, qui a il y a beaucoup d'informations qui est trop technique pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quand même un document qui fait le tour de la question pas mal. Bon, il y a une introduction qui est intéressante, qui explique un peu c'est quoi le champignon, pourquoi il est particulièrement dangereux ou préoccupant. Oui. Et c'est ça, c'est quand même là-dedans, il y a tout ce qui devrait être inclus dans un contrat, par exemple, avec l'entrepreneur, les méthodes de travail, ces choses-là. Donc, ça peut être un bon document de référence pour quelqu'un qui veut s'assurer que ceux que j'engage, ceux à qui je dois faire confiance, ben, est-ce que je peux vérifier s'ils font ces choses-là comme c'est décrit dans ce document-là? Les bonnes pratiques en mérule, c'est ce qui va sauver votre bâtiment. Moi, j'aime beaucoup quand les gens travaillent de manière spécialiste, de manière professionnelle, savent dans quoi ils s'embarquent, puis s'ils n'auront pas les connaissances, ils vont se retirer. Fait que, tu sais, ce document-là, là, j'apprécie là, que tu le nommes là, pour qu'on puisse travailler avec ça. Puis Mais, un autre petit détail oui, peut-être qui est quand même important. Là, tantôt, oui, on disait tout à si les fait. gens cherchent Mérule pleureuse sur Internet, ils vont avoir peur puis ils vont paniquer. Oui. Parce qu'on voit souvent les cas les plus lourds. D'ailleurs, moi, j'ai eu tendance à vous montrer des cas lourds aussi. Oui. Les cas qui sont rapportés, souvent, c'est des cas où il va y avoir une démolition, perte financière, perte totale du bâtiment, des choses comme ça. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas parce que vous avez un diagnostic de mérule dans votre vide sanitaire que nécessairement vous êtes à la rue et vous allez perdre votre Ouais, c'est ça. investissement. On La n'est pas, grande... on n'est pas au Titanic, là. Non, c'est ça. La bâtisse ne coulera pas. La grande majorité des bâtiments, on est capable de les réhabiliter, puis ça ne revient pas par la suite. Si on respecte bien les méthodes de base, comme tu disais, les bonnes pratiques, règle générale, on va être capable de réhabiliter le bâtiment. Oui, il y a des coûts associés, mais ce n'est pas une perte totale. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est important, dans le fond. Oui, il y a des champignons, il y a de la mousse, il y a comme une apparence fongique qui se développe dans notre vide sanitaire. Tu sais, on va avoir tendance à stresser puis à dire OK, là, il faut que je fasse de quoi? D'appliquer un produit qui n'est pas le bon. Mais tu sais, juste de prendre une situation de recul puis d'appeler du monde qui vont vraiment faire OK, c'est-tu vraiment le bon champignon qu'on parle pour appliquer le bon traitement? Parce que tu ne veux pas d'envoyer le champignon, il faut que je le mette sur la glace pour vous l'envoyer pour que vous puissiez faire l'analyse. Puis l'analyse, c'est aussi par ADN, si je ne me trompe pas. Nous, on fait les deux. OK. Fait que ça, c'est un autre truc qui n'est pas encadré. Les laboratoires, vous envoyez un champignon, ils vont vous faire une analyse, mais c'est pas, il n'y a pas d'exigence de quel type d'analyse qu'il faut faire. On n'est pas testé non plus pour notre capacité à identifier les champignons. Nous, on fait identification microscopique. Puis Oui. si on a un doute, là, on passe à
à l'identification par PCR avec l'ADN. Parfois, on va même aller jusqu'à faire un séquençage pour être capable d'identifier précisément le champignon auquel on a affaire. Règle générale, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est de la mérule ou autre chose? Parce que, tu sais, il y a quand même d'autres champignons qui peuvent ressembler. Là. Oui. Ça m'ouvre la porte à te montrer autre chose. Oui, parce que, tu sais, des fois, on voit des champignons, puis là, tu sais, les gens font comme « Ah, mais tu sais, c'est de la mérule. » Non, attends, il existe plusieurs micro-organismes, il existe plusieurs champignons, plusieurs types de mycélium. Donc, c'est important que les gens, avant de dire « OK, c'est vraiment de la mérule », ben, c'est l'analyse qui est la plus importante à faire. Oui. Fait que ça me mène à te montrer, je me suis amusé à répertorier tous les champignons qu'on a identifiés dans les dernières années, puis on voit qu'il y en a vraiment une panoplie. Là, c'est sûr que c'est biaisé, Serpula lacrymans, qui est de la mérule pleureuse. C'est biaisé parce que les entrepreneurs, en tout cas ceux qui sont spécialisés, savent déjà un peu de quoi ça a l'air et vont être capables de dire, par exemple, qu'un coprinus, ce n'est pas de la mérule pleureuse. C'est quand même assez évident pour qui connaît le moindrement les champignons. C'est sûr que c'est biaisé. Ce n'est pas le quart des champignons qui sont retrouvés dans un bâtiment qui sont de la mérule pleureuse. Mais c'est ceux qui ont été faits analyser par des entrepreneurs qui sont spécialisés. Exact. Mais on voit quand même qu'il y a plusieurs noms qui sont là. Et dans le non-mérule stérile, c'est qu'on était capable de dire que ce n'est pas de la mérule. C'est un champignon qui était stérile, qu'on n'a pas été capable d'identifier par microscopie, mais qu'on était certain à 100 que ce n'était pas la mérule et donc on ne l'a pas fait séquencer. Donc là-dedans aussi, il y a probablement plein d'autres champignons qu'on n'a pas été capable de nommer. L'autre chose que... Oui? Ah non, mais ça fait, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, dans le fond, il y en a des champignons, là, puis autant qu'on se promène dans la forêt, si tu ne connais pas ça, tu peux te tromper, puis ça peut être... Fait que dans le bâtiment, c'est la même chose. L'autre chose que je trouvais intéressant de montrer, tantôt je vous ai montré des photos de ce que ça pouvait avoir l'air, la mérule pleureuse. Un, que la mérule était vraiment cotonneuse, blanc pur, un peu comme la photo ici. Une autre où que c'était brun orangé, des croûtes minces qui sont brunâtres. Bon, on voit le pattern, là, mais tout ça, ce n'est pas de la mérule pleureuse. Il n'y a rien là-dedans qui est de la mérule pleureuse, puis c'est tous des échantillons qui sont retrouvés dans le bâtiment. Puis des fois, on se fait jouer des surprises d'avoir un échantillon. Dans le fond, le pourquoi que je montre ça, c'est que des fois, il y a des entrepreneurs ou des gens qui ont vu 3 ou 4 fois de la mérule, puis là, ils pensent qu'ils sont capables d'identifier des choses comme ça, qu'on retrouve au sol, du mycélium, que ça a l'air des sirops que je parlais tantôt. Il y en avait qui étaient sur la pierre, sur le plastique. Qui est inorganique. Fait qu'on se dit que ça doit être de la mérule. Excuse-moi. Donc, on pourrait avoir tendance à tirer la conclusion que c'est de la mérule pleureuse, alors que dans ce cas-là, c'était du fibroporia. Il faut savoir que ça existe pour savoir que c'est peut-être pas de la mérule. Fait qu'il faut être prudent avec ça, d'essayer d'identifier visuellement de la mérule. Oui, on va suspecter que ça en est, mais après ça, il faut vraiment le confirmer. Parce que ce n'est pas les mêmes méthodes. On ne va pas y aller aussi intensément puis dépenser autant d'argent sur une problématique à fibroporia qu'une problématique à Serpula lacrymans, la mérule pleureuse. Non, c'est important. Chaque produit, chaque champignon va réagir différemment. Puis c'est pour ça qu'il y a des études qui existent. C'est pour ça qu'il y a différents types de produits aussi. Puis, c'est pour ça qu'on est vigilant avec qui qu'on va employer là, pour faire ces analyses-là, pour faire l'expertise. Donc, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a une subvention? Parce que, tu sais, je sais que par les années passées, il y avait une subvention pour ceux qui étaient sujets à la mérule pleureuse. Donc, oui, il y a le programme d'aide de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Fait que si on tape SHQ mérule pleureuse sur Google, vous devriez trouver facilement l'information là-dessus. Par contre, le programme n'a pas été reconduit encore. Ça a pris fin le 31 mars dernier.
OK. Par contre, on est en attente de nouvelles de ça. Là. Hmm. Le projet devrait être reconduit. Ça doit être approuvé au Conseil des ministres. C'est Ouais. fin mai que ça va être fait. Ça devrait être approuvé, en tout Mhm. cas selon les indications qu'on Ouais. a. Donc, ça devrait être réactivé après cette étape-là. Pour l'instant, ça ne concerne que les L'École bâtiments Mérule. qui sont, oui, que l'école Mérule, que les bâtiments qui sont une résidence principale OK. et qui sont occupés par le propriétaire. Fait que tout ce qui est OK. logement locatif, ce qui est résidence secondaire, ce qui est multilogement, c'est pas admissible à OK. cette aide financière-là. Euh, Par contre, il y a eu des demandes à cet effet-là, que le Oui. programme soit élargi. Donc, peut-être que les critères d'admissibilité seront changés après le 25 Oui. mai, mais pour l'instant, de la façon que le programme a été conçu et existe actuellement, Mm. c'est les propriétaires occupants là, qui peuvent en Ouais. profiter. Puis, c'est des sommes quand même de mémoire, là, c'est proche de 100 000 pour la réhabilitation, puis 125 ou 150 pour les pertes totales, quelque chose comme ça. Ouais, Là. ils ont quand même, Euh, ils ont quand même augmenté parce qu'à un moment donné, C'était 75 et c'était 100 au c'était départ. beaucoup Là. moins, là. Ouais. Puis c'est, je pense, 70 de la facture qui est couverte jusqu'à concurrence des montants qu'on a discutés. Mm. Mais tout ça peut changer là, cette année. Mm. Là. Fait que c'est de rester à l'affût, dans le fond. Puis, tu sais, quand que les gens ont des questions, avant de paniquer à bord, je comprends qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété qui peut se relier au fait qu'on trouve des champignons de nature inconnue parce qu'on se rappelle qu'il faut vraiment les faire analyser pour savoir si c'est vraiment de la mérule ou pas. Parce que c'est un des plus coriaces là, au niveau des champignons du bâtiment pour l'enlever, c'est ça? Ben, c'est qu'un coup que les conditions sont bonnes, effectivement, l'empêcher de réapparaître, c'est difficile. Mm. Mais si on est capable de bien gérer les conditions, tu sais, il faut enlever le champignon, les spores, oui, c'est Oui. correct, mais avant tout, il faut se poser la question, c'est quoi les conditions du bâtiment qui ont fait en sorte que le champignon a pu apparaître, puis On faire travaille sur les disparaître ces causes. conditions-là. Exact. Puis c'est la même chose pour la prévention. Oui. Tu sais, les cas qu'on voit souvent, ben, c'est un sol exposé. Idéalement, on aurait minimalement une membrane de plastique partout sur le sol qui est étanche. Ensuite, c'est les gens qui se disent, ben, crème, mon plancher est tout le temps froid, fait que je vais venir isoler Mm. partout dans mon vide sanitaire, boucher la ventilation naturelle. Ben, ça aussi, c'est un cas classique. On veut que ça soit bien ventilé. Fait Hey, qu'il je y a veux te des parler d'un cas conditions. Oui. spécial, tandis qu'on. Parce que moi, je ne sais pas quel entrepreneur a fait ça, puis en tout cas, c'est quand même particulier comme situation. Puis on en avait parlé ensemble, mais je trouve ça intéressant pour les gens. C'est un vide sanitaire, mais qu'au lieu de mettre une membrane de plastique étanche au sol, ils ont mis de l'uréthane qui était giclé jusque Ouais. sur le bois. Euh, En tout cas, moi, finalement, on a fait des analyses de tests de qualité de l'air. Je n'ai pas fait l'analyse Mérule, mais est-ce que c'est une bonne pratique de mettre de l'uréthane sur un sol humide? Je suis pas assez pro dans les matériaux pour juger de ça. Par contre, ben, le polyuréthane à une certaine épaisseur peut agir comme par vapeur. Fait que jusque-là, ça Oui, va, à mon sens. C'est pas la méthode la plus facile, c'est pas la méthode mais là, on va la moins emprisonner le coûteuse. bois qui va être Ben, appuyé c'est au ça. sol. C'est que si j'ai une pièce de bois appuyée au sol, c'est là la problématique. C'est Puis ça. là, si je viens emprisonner ça, ben là, mon bois va pourrir quand même. On ne le verra pas. Le champignon peut croître quand même dans ces conditions-là. Donc, le polyuréthane n'est pas venu aider dans ce cas-là. Il a Mm. aidé à piéger peut-être l'humidité au niveau du sol, mais ma problématique du bois qui est en contact avec le sol, elle, ben, je l'ai juste cachée. Je n'ai pas réglé de problématique avec ça. Puis Fait là, que le en plus, on a polyuréthane, stimulé les conditions, là, parce que là, humidité permanente, pas de ouais. ventilation, nourriture. Fait Exact. Fait que que, c'est l'erreur classique avec le polyuréthane dans le vide sanitaire, c'est ça, c'est qu'on vient euh, emprisonner l'humidité en ouais. voulant isoler pas avoir de perte de Mm. chaleur, mais on vient emprisonner l'humidité en même temps, puis on crée des situations où les conditions sont juste parfaites pour le champignon. Oui, exactement. Puis, tu sais, je trouve Ben, ça intéressant là, tu sais, de le dire parce que, dans le fond, moi, je le vois souvent là, comme en expertise ou, tu sais, je le vois souvent, hey, on a mis de l'uréthane, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
c'est un bon produit. C'est juste que faut agir sur l'équilibre du bâtiment. Il ne faut pas nuire à toutes les composantes, là. Fait que pour la mérule, ben, on agit sur les causes, on agit sur les causes en prévention, sur les conditions du développement du champignon. Mais c'est la même chose pour l'application de matériaux, des rénovations. Fait que je voulais juste apporter cette petite particularité-là parce que des fois, les gens, ils vont corriger des choses avec les mauvais matériaux ou de la mauvaise façon. J'ai une autre belle photo à te montrer. Ah, j'aime ça. Fait que ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est un mur de polyuréthane. Ben, c'est un mur de blocs de béton qui était sur lequel on a giclé du polyuréthane. Il y avait des fissures dans le béton en arrière. Le champignon s'est développé entre le polyuréthane et le mur de béton, puis a fini par transpercer le polyuréthane et croître en surface pour essayer ben, vous le voyez là, il est en train de croître pour aller rejoindre les pièces de bois. Les composantes de bois. Puis ça, c'est un exemple, mais il y a 3-4 endroits où le champignon a réussi à sortir et à la recherche d'autres nutriments et d'humidité ailleurs. Fait que c'est un champignon qui a des capacités assez, assez exceptionnelles à vraiment se répandre dans le bâtiment. Ben oui, puis tu sais, veux pas. Moi, je vois souvent des fondations en pierre avec de l'uréthane giclé par-dessus, mais là, tu vas emprisonner l'humidité, puis le mortier avait quand même une certaine composante organique là, reliée à la poussière, reliée à peut-être des composantes de bois, puis éventuellement, ça crée des champignons. Fait que, comme je dis, là, c'est juste de se baser sur les bonnes pratiques. Puis la mérule, ben, c'est sûr que c'est paniquant, mais il y a des solutions quand même. Fait que, ça, je trouve ça important qu'on le mette en lumière. Parce que les gens, c'est leur investissement, c'est là où ils habitent. Mais de juste pas tarder d'appeler un spécialiste. Pas s'improviser spécialiste. Puis ça aussi, c'est important parce que, puis là, vu qu'il y a un peu de pénurie d'expertise dans ce domaine-là, souvent l'attente peut être longue, mais c'est un champignon qui peut croître très, très rapidement, dépendamment des conditions. Oui. C'est une des raisons pourquoi on disait tantôt, on est peut-être mieux de ne pas toucher à rien dans certains cas. Là. Ça peut être plusieurs centimètres par jour là, de croissance, puis ça peut sembler peu, là, mais au bout de 3 semaines, là, on parle d'un pied, 2 pieds qui a atteint le plus. Et quand on fait la démolition, qu'on va dégarnir, il faut enlever des matériaux 1 mètre au-delà du dommage qui est visible parce que le champignon continue à croître dans le bois sans qu'il soit visible en surface. Fait un morceau de champignon gros comme ça, ben là, il faut enlever 2 mètres autour de ça, ben, 1 mètre de chaque côté. Fait que ça peut rapidement là, devenir très, très significatif. Moi, dans le fond, j'ai fait déjà à un moment donné une expertise, là, puis finalement, on avait du champignon partout au niveau de la solive de rive sur 3 pieds de haut. Fait que j'ai fait des tests d'humidité au niveau des matériaux rez-de-chaussée. Fait qu'on est à peu près à 6 pieds du sol. J'avais 40 d'humidité dans les matériaux. Normalement, on tolère à peu près 19 dans le maximum pour du bois. Et au 2e étage, j'étais à 23 d'humidité dans les matériaux. Donc, en fait, là, le champignon avait vraiment fait un processus. Mes clients, finalement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils ne m'ont pas vraiment redonné de nouvelles. Mais le champignon avait vraiment progressé à l'intérieur des murs sans que ça soit visible présentement. Fait que si tu dis, ben, ça grossit de 3 cm par jour, ben, cette maison-là, probablement qu'il y avait à l'intérieur des murs, là, beaucoup de petits amis non désirés pour le. Oui. Ben, le champignon, dans le fond, quand on décrivait les conditions dans lesquelles il se retrouve, on décrivait des conditions absence de lumière, absence de mouvement d'air, des choses comme ça. Donc, le champignon, s'il devient visible, si vous voyez un basidium. Basidium, c'est vraiment un champignon qui apparaît, là, quelque chose de visible. Oui, le mycélium qui sort du plancher ou qui sort d'un coin de mur.
c'est qu'il a déjà envahi la cavité murale puis qu'il ne trouve pas ce qu'il veut à cet endroit-là puis qu'il cherche partout. Donc, quand on le voit, généralement, c'est parce qu'il y a déjà une zone qui est affectée en dessous puis qui est invisible à l'œil. Là, on le voit juste un coup qu'on voit. OK. Bon, c'est bon parce que je trouve ça important que les gens comprennent qu'on ne le verra peut-être pas nécessairement. Il ne faut pas paniquer, mais c'est une mise en garde. Là. Tous ceux qui ont des vides sanitaires, faites-les bien inspecter, ventiler, chauffer. Si on a des dommages, ça va progresser. Puis là, c'est de l'argent, c'est des gros sous là, que les gens vont dépenser. Là. As-tu à peu près un approximatif là, pas tant, hein, parce que ça dépend des cas. Non, Là. ben c'est ça. Les cas les plus simples qu'on va rencontrer, puis ça aussi c'est un cas classique, ben encore dans une situation de vide sanitaire, mais d'entreposage de bois, soit sur un sol humide, soit de l'entreposage de bois qui n'a pas été séché avant d'être entreposé. Ben là, ça c'est classique, on va voir de la mérule apparaître là-dedans. Si la mérule a juste eu le temps de commencer à se propager dans le bois de chauffage et non pas sur des éléments structurels du bâtiment, bien là, on va tout simplement tout ressortir ce bois-là, mettre une pression négative, sortir le bois, faire un nettoyage, surtout s'il n'y a pas eu le temps de se brûler, bien, c'est moins pire aussi. Enlever une petite couche de sol, puis c'est réglé. Donc, dans ce cas-là, on parle de quelques milliers de dollars, mais si on a une poutre qui touche au sol, que le champignon prend sur la poutre, s'en va sur les solives, touche au plancher, ben là, il faut faire intervenir ingénieur, architecte, mettre des poutres de soutènement Partiel, oui, temporaire. temporaire pour enlever des bouts de plancher, remplacer. Là, ça peut commencer à être des travaux qui sont lourds. Si on parle d'une résidence secondaire, ben, c'est là que peut-être le montant des travaux dépasse la valeur du bâtiment. Fait que c'est dans ces moments-là, des fois, qu'on va arriver à dire que c'est une perte totale. Mais c'est ça, Puis, règle générale. perte totale, normalement, les assurances ne le couvrent pas non plus. Là. Fait que, Ben, ce genre de problématique-là, effectivement, c'est pas couvert par les assurances. parce que, c'est quelque chose dont les causes étaient déjà existantes, puis que ça n'a pas été, puis c'est considéré un peu comme de la négligence. Fait que ça peut chiffrer vite, là, puis amener quand même des problèmes financiers importants. Là où ça peut être couvert, mais partiellement, c'est quand il va y avoir, par exemple, un tuyau d'eau qui coule, qui endommage des matériaux, puis là, le champignon prend là-dedans et se répand. Ben, les matériaux qui sont directement concernés par la fuite d'eau, ça peut être couvert, à ma compréhension. Mais le champignon en lui-même, ce qui a causé comme dommage plus loin, là, ça peut être matière à débat, parce que ce n'est pas une cause directe de l'eau qui a endommagé des matériaux. De la même manière que la moisissure, souvent, ce n'est pas couvert par les assurances. Effectivement. Ben en fait, super. Est-ce que moi je pense qu'on a quand même fait le tour là, sur la mérule. Ben, en Oui, fait, oui, on pourrait oui. en parler vraiment beaucoup, mais avec des faits vécus puis tout ça. Mais est-ce que tu avais un mot de la fin là, pour les gens qui vont écouter la capsule? Ben, on y a déjà touché, mais le plus important, c'est vraiment la prévention. Là. Oui, quand que le dommage est là, il y a des choses qu'on peut faire, puis c'est bon de s'informer puis de savoir un peu avec quoi qu'on travaille. Bon, la norme BNQ et tout ça, c'est bon à connaître. Mais avant ça, d'aller inspecter son vide sanitaire si on en a un, puis de s'assurer que les conditions ne sont pas des bonnes conditions pour que la mérule ou d'autres champignons, parce qu'il Oui, y a tout à plein de fait. champignons qui peuvent dégrader des structures, là, que les conditions ne sont pas bonnes pour la croissance de ces champignons-là. Puis de d'oser aller inspecter son vide Oui, sanitaire, surtout au printemps et à l'automne. C'est 2 là fois par que année. c'est ça. Toujours. C'est là qu'on va voir Mm. les champignons s'ils sont présents. Parce que durant l'été, ils peuvent être présents, mais qu'on ne les voit pas en surface. Parce que quand ça devient trop chaud, des fois, les champignons ne tolèrent pas bien la Mhm. chaleur. Le mycélium qui est en surface va avoir séché, va être mort, mais dans la structure, peut continuer à vivre. Mhm. Donc, c'est vraiment au printemps et à l'automne qu'on va être plus facilement capable de repérer et d'identifier ces problématiques-là. OK, super. Fait que, dans le fond, moi, j'arrête l'enregistrement. Je vous remercie vraiment d'avoir été là, d'écouter. Si vous avez des questions, c'est mon téléphone qui sonne. Un petit peu. Oups. Bon.
Dans le fond, si jamais vous avez des questions sur la mérule, Anastasia Lukenuc pour Instro, vous m'appelez, je vais venir vous aider dans l'expertise du bâtiment. Puis sinon, ben Christian, toi, c'est Labo Airsols qu'on te rejoint par Exact. Labo Airsols, le site, par Ben, téléphone. oui, sur le site web, il y a toutes les informations pour nous joindre par courriel ou par téléphone sans problème. Parfait, super. Fait que merci beaucoup à toi. Je te souhaite une super belle journée. Merci. Au revoir.